À la rencontre de Muriel Pacta, auteure, nous allons non seulement parler de son dernier ouvrage, Au-delà des barrières, mais nous allons aussi tenter de décrypter le processus créatif. Comment Muriel donne corps à ses personnages. D'où lui viennent ses idées? Comment construit-elle son intrigue? Je vous propose de découvrir cette écrivaine de talent. Comment s'est mis en place la traversée. Donc en effet, je vais sur un chemin qui est le chemin de l'allée qui a été construit il n'y a pas très longtemps, puisqu'en fin de compte c'est le pont qui enjambe la route qui mène de Romans à Tain-l'Hermitage. Donc ça c'est vraiment un chemin qui a été fait il y a peu de temps. Et je vois une femme sur le bas-côté dans une voiture. Et tout d'un coup là je vois apparaître un personnage, je me dis bah tiens, et si cette personne elle disparaissait? Et à partir de là, tous les personnages, je dirais, de cette œuvre se sont mis en place spontanément. Et plus particulièrement, donc, mon héroïne qui s'appelle Lou Saint-Ange, qui est voyante, hein, donc qui est tarologue. À la base, elle a fait des études de psychologue et puis en fin de compte, elle a eu envie de travailler sur les tarots de Marseille. Et cette histoire parle finalement de la disparition d'une de ses clientes, une cliente récurrente. Quelqu'un qui vient la voir depuis des années, et a priori, cette personne n'a pas d'histoire. Lou se demande bien pourquoi Chloé de Vertouilly vient la voir si souvent, aussi régulièrement, alors que dans ses jeux, je dirais que c'est pratiquement des questions banales. Et donc le livre La Traversée commence sur une inquiétude de la part de Lou, parce que pour la première fois, dans son jeu, il y a une menace. Et elle a comme règle absolue de ne pas ramener chez elle ses problèmes de travail. Et pour la première fois, elle en parle à sa sœur qui s'appelle Laurette. Elle lui dit, tu vois, je suis inquiète. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme. Mais en tout cas, pour la première fois, je sens quelque chose de pas net. Et 2 jours plus tard, son mari l'appelle et cette femme a disparu. Donc, à travers la disparition de Chloé Bertouli, on va vraiment rentrer dans le monde, je dirais, de la religion, puisque Lou est amoureuse et fréquente donc un gendarme de Tain-l'Hermitage qui est capitaine. Et comme il va être mis sur l'enquête, il va découvrir que cette femme vient régulièrement, effectivement, visiter et utiliser les dons de Lou. Et là, il va lui demander de temps en temps de l'aider. Hein, pour la première fois, et on sait aujourd'hui que la gendarmerie fait appel à des voyants ou des radiesthésistes, voilà, merci, pour rechercher des personnes disparues et qu'il y a des fois de beaux résultats. Voilà. Donc il va y avoir je dirais une connivence entre donc Sandro Rivoire, hein, donc le capitaine de gendarmerie, et Lou autour de cette disparition. Et là, elle va découvrir avec stupéfaction que cette femme qu'elle connaissait depuis des années faisait partie de l'église protestante donc de la région. Et derrière ça, toute l'histoire de vie, et ça va apporter quelque chose dans son existence sur le plan spirituel. Voilà, parce qu'à un moment donné, eh bien, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont lui expliquer un petit peu le parcours de Chloé, qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc il y a dans ce premier volet, il y a la rencontre de tous mes protagonistes, hein, puisque après on va les retrouver dans le tome 2, c'est-à-dire Lou et ses 2 sœurs, Sandro et son équipe de gendarmes, et donc là ils vont se greffer tous les gens qui tournent autour de l'intrigue de cette disparition. Mon intérêt, c'est déjà de montrer l'interrogation de Lou par rapport à son métier. C'est-à-dire qu'elle elle va vraiment être très mal à l'aise parce qu'elle n'a pas vu venir la problématique. Et elle se dit, mais comment ça se fait qu'après avoir fait autant de jeux de tarot, finalement, je ne me suis jamais rendu compte de ce que cachait cette femme. Voilà, donc elle se pose vraiment des questions sur la pertinence de son travail. Donc là, on voit déjà que j'ai beau être voyant, j'ai beau être médium, eh bien je peux passer à côté de certaines choses. Donc ça, c'est très intéressant de voir son interrogation. Et puis, on va aussi la voir prendre conscience de ce que c'est que l'ego.
comment notre ego manipule, transforme, détériore nos relations. Les filtres qu'elle a elle-même par rapport à l'amour de sa vie qui est Sandro. Et donc là, on va aller vers vraiment une reconnaissance du Christ, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel christique. En fin de compte, Chloé Bertoli va, d'une certaine façon, transformer sa foi pour aller vraiment vers la rencontre du Christ. J'en dis pas plus parce que sinon, après, il n'y aura plus d'intérêt de lire le livre. Voilà. Donc, à la fin de ce livre, donc de ce premier tome, Lou est très perturbée par l'enseignement spirituel qu'elle a reçu à travers Chloé et aussi à travers un autre personnage qui s'appelle Jessica Arcadi, qui était une amie de Chloé, qui est dentiste, hein, et on comprend pourquoi elle est importante, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le deuxième tome. Jessica va devenir une amie et quelqu'un qui, elle aussi, se pose des questions et essaye d'évoluer par rapport à nos fonctionnements qui sont récurrents et qui nous amènent souvent à avoir des relations un peu tronquées avec les gens. Voilà donc pour ce premier livre, et c'est vrai que au départ je pensais en écrire un, et puis voilà, m'arrêter, et en fin de compte j'en ai écrit 3 autres. Donc il y a Au-delà des barrières qui est écrit, mais en fin de compte il y a 2 autres livres qui sont déjà écrits, qui s'appellent Le Portillon et L'Impasse. Et normalement, je devrais attaquer le 5e, mais j'ai du mal là en ce moment. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a 5 volets. Je pense qu'il n'y en aura pas un 6e, mais il y a 5 volets par rapport à l'histoire de Lou. Et on va voir son évolution, l'évolution de ses sœurs. Hein, donc, c'est Laurette et Léa, qui sont 3 sœurs totalement différentes, mais on va voir là aussi, à travers leur rencontre, leur histoire, ce qui se passe dans une fratrie, qu'est-ce qui se passe autour de l'éducation des parents. Et ça, c'est quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, qui me passionne, parce que, encore une fois, j'ai mon métier, mais mon métier est souvent pétri par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et là, on le voit. Hein, puisque Lou est l'aînée de ces 3 filles. En sachant qu'effectivement, on peut les lire indépendamment. C'est-à-dire que, étant donné que le 2e volet, on va partir sur une disparition totalement différente, on peut très bien le lire. Mais c'est sûr que pour mieux comprendre les personnages que l'on retrouve, c'est aussi bien de commencer par la traversée. Mais les autres, c'est pareil, on peut les lire indépendamment. Je l'ai fait exprès parce que des fois, les gens n'ont pas obligatoirement envie de lire. Tout dépend de si on est accroché ou pas. Voilà. Les 4 livres, je les ai écrits en 2 ans. Je dirais que je suis inspirée. Voilà, c'est-à-dire que, bon, aussi bien en tant que numérologue que dans l'art-thérapie, j'ai une voix, hein, et quelque part, je dirais presque que je n'ai qu'à... Comme de l'écriture automatique. C'est ça. Sauf que là, voilà. Il y a ton esprit qui est... Il y a mon esprit et puis des fois des recherches, hein, comme on va le voir par rapport à Au-delà des barrières. Ça m'empêche pas de faire tout un travail de recherche pour être le plus près possible, d'aller consulter par exemple des gendarmes. Très souvent, on les voit que comme des gens qui nous empêchent de rouler comme on veut, qui nous pénalisent parce qu'on n'a pas garé notre voiture, mais c'est quand même bien autre chose leur métier. Donc j'ai vraiment voulu leur rendre hommage, et c'est pour ça que dans Au-delà des barrières, j'ai fait la connaissance d'un colonel de gendarmerie qui est cité. Hein. Je le remercie, je lui dédicace mon livre parce qu'il a pris du temps, il a lu le manuscrit, il a accepté d'apporter des correctifs, et puis surtout m'expliquer les procédures. Parce que honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. Souvent on me dit, mais oui, mais si un gendarme lit ton livre, j'ai envie quand même qu'ils se disent, ça ressemble à ce qu'on fait plutôt que d'être dans une fiction. Alors, les personnages sont fictifs. Dans ce 2e tome, je me suis retrouvée dans le milieu des chevaux. C'est un autre univers, donc le monde du cheval, alors, qui m'a toujours passionnée. Eh bien, il a fallu que je rencontre, donc là j'ai une préface qui est magnifique de ma vétérinaire, hein, puisque j'avais un chien, donc elle la suivait. Eh bien, tout ce qu'elle m'a apporté sur les maladies des chevaux, sur comment on s'en occupe, le travail d'un centre équestre, voilà, donc tout ça il a fallu le rechercher. Et puis là j'ai fait tout un travail sur la relation mère-fille, toute la complexité entre l'amour et la haine, entre je veux t'aider à évoluer, mais d'un autre côté, je veux pas que tu prennes ma place. Donc, à chaque fois, les personnages m'entraînent dans une recherche à la fois sur le plan psychologique,
parce que ça aussi c'est vraiment ce qui me passionne. On découvre le décortiquage que je fais de chaque personnage. Ariane, donc, qui va être la mère dont la jeune fille disparaît, on va voir sa prise de conscience au fur et à mesure des heures où sa fille ne réapparaît pas, la prise de conscience, oui, du rôle qu'elle a pu jouer dans cette disparition. Ce qui n'empêche pas l'amour de cette mère pour cet enfant, mais en attendant, on voit la complexité des relations. Et ça, c'est quelque chose qui vient au fil de la plume, mais c'est fabuleux. Alors évidemment, on vit pas tous des disparitions, hein, mais ça peut arriver, hein, ou ne serait-ce qu'une fugue. Hein. La fugue d'un adolescent, c'est quelque chose de très très fréquent à l'heure actuelle, mais il se joue des choses terribles dans les familles. Voilà, donc ce livre parle de ça. Et aussi, d'une autre spécificité que j'ai, c'est que je dialogue avec les animaux. Ariane va avoir cette capacité de dialoguer avec ses chevaux. Et donc moi j'ai suivi une formation avec quelqu'un de la région pour dialoguer avec les animaux et pour entendre ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc je parle aussi de ça et c'était quelque chose pour moi de super intéressant. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui, à mon avis, ne racontent pas quelque chose dans leur livre. Hein. Alors, ou c'est vraiment une autobiographie, et là c'est clair et net. Bon, moi, je dirais que j'aime bien saupoudrer, mais pas que ça soit non plus d'une évidence. Dans ce deuxième volet, je parle aussi de numérologie, hein, puisqu'elle va rencontrer le frère du père de Félicia, donc l'adolescente qui disparaît. Et on va avoir une confrontation entre ce que Lou pourrait voir, elle, et comment en numérologie ça tombe vraiment pile poil le changement de cap de cette jeune fille. Et là aussi, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai choisi le prénom et le nom de famille de cette jeune fille comme ça, sa date de naissance plus ou moins comme ça, et ça tombe pile poil en numérologie, quoi. Il n'y a pas de hasard. A priori, il n'y a pas de hasard. Alors, on pourrait presque aller jusqu'à dire, est-ce que dans un monde parallèle, effectivement, ces personnages n'existent pas et que je suis allée les connecter. Là, c'est un grand point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. Mais tout ce que j'ai pu vivre, et j'ai vu que ma mère avait exactement le même vécu, c'est que nos personnages sont tellement puissants, réels, qu'à se demander s'ils n'existent pas quelque part. J'ai pas voulu ce qui leur est arrivé, ça s'est imposé à moi. Il y a des gens même qui m'en ont voulu, hein, qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu as fait vivre ça à ces personnages? Je dis, parce que la vie, elle est pas, même si je suis écrivain, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la disparition, enfin, ça fait partie du quotidien. Mais c'est vrai que quand vous lisez une saga de 4 bouquins qui sont quand même très épais, où on les voit évoluer, etc., c'est sûr que, je sais pas si ça vous est arrivé, mais certainement, de lire des écrivains où on voit l'évolution de leurs personnages, mais quand on ferme la dernière page du dernier livre, mais on a perdu une famille. Hein. Des séries vraiment bien faites où il y a des gens qui me disent, mais après donc celui-là, je n'ai pas pu lire pendant quelques temps parce que j'étais trop... voilà, et pourtant il y allait avoir une suite. Voilà. Mais donc c'est bien là où on voit que l'écrivain, comme d'ailleurs dans beaucoup de métiers, on a une responsabilité quand même. Hein. On sait que l'écrivain, il fait une catharsis en écrivant et que le jour... C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il peut y avoir un laps de temps plus ou moins long entre plusieurs livres. C'est une façon de faire un deuil déjà. Ah oui, il y a un deuil. Oui. Mais il y a un baby blues, hein, vraiment comme on parle d'accouchement, mais c'est vrai. Quand vous avez terminé un livre, vous êtes vide.